Retrouvons Ploufragan. C'est mon troisième film sur ce magnifique rapace et le dernier, car c'est toujours à peu près les mêmes images. Le couple niche depuis plusieurs années dans ce trou et a donné de nombreux petits. Avec l'accord des propriétaires que je profite encore de remercier, cette année j'ai modifié l'enregistrement en plus en installant une petite caméra dans le trou. Bien sûr, je garde toujours les caméras HD pour filmer l'intérieur et l'extérieur du nid. Voici le couple. Ce sont des petits rapaces de la taille d'un pigeon. C'est l'oiseau de proie le plus courant et c'est celui qui apparaît le plus souvent dans les zones habitées. Le plumage de la femelle est plus uni, presque entièrement roux, tacheté de sombre. Le mâle, plus petit que la femelle. Le plumage du dos est roux, tacheté de brun. Le cou est gris bleuté, la poitrine claire et la queue barrée de noir. Le 29 avril, il y a eu 2 œufs. 3 semaines de retard par rapport à la couvaison de 2012. Il fait encore froid au printemps 2013 et la cheminée est souvent allumée. Sur le téléviseur, on aperçoit les 4 premiers œufs. Pas terrible la qualité de l'image. Le 5 mai, un 5e. Super! Le graveur de DVD est en route. La femelle revient pour couver ses œufs. Maintenant, la femelle va les couver seule pendant 27 à 31 jours. Presque seule. Pas tout à fait. Le mâle la remplacera de temps en temps, juste le temps de manger et de se dégourdir les ailes. Mais malheureusement, je ne pourrai pas être là pour les naissances. Vacances oblige. Nous sommes partis à Angers. Que de souvenirs. Bientôt, plutôt dans quelques mois, un nouveau film. Revenons à Ploufragan. Que s'est-il passé pendant notre absence? Sont-ils nés? Voici une tondeuse écologique. Des fleurs, des hortensias de toutes les couleurs. Malheureusement, Rita n'est plus de ce monde. Minou a pris sa place. Ça piaille, c'est bon signe. Ils ne sont pas vieux. Combien sont-ils? 1, 2, 3 ou plus? On verra plus tard. Laissons-les tranquilles. À la naissance, les petits sont recouverts d'un duvet tout blanc. Ils pèsent 15 grammes.
Ils sont bien 3 sur 5 œufs. Ils attendent les parents. Le ravitaillement. La femelle leur apporte à manger. Encore un rongeur. C'est le début d'une lutte acharnée pour survivre. Celui qui pépira le plus fort sera le premier servi. Et s'il n'y en a pas assez pour tout le monde, tant pis pour les derniers. Ce sont les petits rongeurs qui, avec 64 à 95% des proies apportées au nid, constituent l'essentiel du régime du cresserelle, le lieu et surtout la saison pouvant largement modifier ses proportions. Viennent ensuite les insectes, dont la part varie de 16 à 25%, mais qui dans certains cas représentent 76% des proies identifiées dans les pelotes de réjection. C'est dire l'efficacité de l'aide apportée par le cresserelle à l'agriculture. J'ai arrêté de filmer avec la petite caméra, pas assez claire et surtout mal positionnée dans ce petit trou. Quel repas! Pas assez pour les 3.
Dans l'ancienne étable, d'autres nient. Des hirondelles de cheminée font d'innombrables allers et retours pour nourrir leur dernier oisillon. Les autres se sont envolés. Ce nom lui a été donné au temps où les habitations possédaient une vaste cheminée de bois en pyramide, largement ouverte en bas. Elle faisait alors son nid à l'intérieur de cette sorte de caverne enfumée. On l'appelle aussi hirondelle rustique. Elle construit son nid avec des petites boulettes de boue qu'elle colle les unes aux autres. La femelle pond en général 5 œufs, fin avril ou en mai, et elle les couve pendant 2 semaines. Une baisse de 36% pour l'hirondelle rustique, un chiffre inquiétant. Une des menaces principales qui pèsent sur l'hirondelle rustique et qui semble la cause de sa régression actuelle est l'intensification des pratiques agricoles. L'élevage tend à se pratiquer hors sol, ce qui se traduit par la disparition progressive des prairies, lesquelles sont remplacées par des champs traités aux insecticides, d'où moins d'insectes, voire des empoisonnements. La destruction des haies, le drainage participent également à cette régression, car ils entraînent une diminution d'insectes. Les modifications dans les bâtiments, étables, granges, stabulations, les ouvertures condamnées des habitations rendent l'installation de nids plus difficile. Les gens tolèrent moins qu'avant la présence de fientes près des nids. Les chasses traditionnelles génèrent la mort de nombreux passereaux. L'hirondelle, bien que protégée, n'est pas épargnée. Retrouvons nos jeunes faucons cresserelles. Le rythme de croissance des poussins est rapide. Ils peuvent doubler leur poids à l'éclosion en 1 ou 2 jours et atteindre leur poids adulte en moins de 3 semaines. Un des jeunes apprend à avaler son repas tout seul. Chez nous, 80% des proies du cresserelle sont des campagnols et des mulots. Pas facile.
La voilà repartie en chasse. Cette fois-ci, la mère qui leur donne à manger. Chacun son tour. Les jours passent. Le 24 juin, le plus courageux montre le bout de son bec. Au bout de 15 jours, les petits poussins fragiles sont devenus des gaillards costauds et affamés. Le mâle ne suffit plus au ravitaillement. La femelle s'y met à son tour. Tout est bon. Campagnols, mulots, sauterelles, lézards, grillons, hannetons, musaraignes, taupes, vers de terre, petits oiseaux n'ont qu'à bien se tenir. Même les chauves-souris doivent se méfier. L'oiseau chasseur fond sur tout ce qui bouge. L'un après l'autre, 10 à 20 fois dans la journée, mâles et femelles apportent des proies au nid. À leur arrivée, les jeunes faucons se mettent à crier et à sautiller. Ils saisissent la proie
et apprennent à la déchiqueter tout seuls. La naissance des petits correspond normalement à une période de grande abondance de proies dans la nature. Mais quand les printemps sont froids et pluvieux, nourrir les petits devient presque impossible. Les trois se portent bien. Le premier duvet blanc est remplacé la deuxième semaine par un duvet gris rosé. Les plumes apparaissent à partir du 20-25e jour et le plumage est complet à 1 mois. Le mâle vient aussi donner des rongeurs. Il ne reste jamais. Maintenant, il faut attendre la prochaine livraison. 4 jours que je ne suis pas venue filmer. Il reste encore quelques restes d'oiseaux. La pâte est un peu dure, mais on y arrive toujours avec un bon bec. Les 3 jeunes attendent les parents et surtout la nourriture. Voici la dernière image des jeunes. Encore quelques jours et c'est le grand départ. Deuxième nichée pour les hirondelles. Leurs oisillons sont nés. Le froid, la pluie menacent également les hirondelles, que ce soit à leur retour de migration, où elles peuvent être décimées par une brusque chute des températures, ou lors de la nidification, où elles ne trouvent plus d'insectes pour nourrir leur progéniture, qu'elles sacrifient alors en les éjectant hors du nid, dans l'attente de jours meilleurs. Les jeunes s'envolent après une vingtaine de jours, mais se font encore nourrir quelque temps. Les parents entament ensuite une deuxième nichée et parfois une troisième. Dès fin août, la migration commence. Les hirondelles voyagent le jour et passent la nuit dans les joncs et les roseaux. Autrefois, à force de voir ces rassemblements au bord des étangs à la période où les hirondelles disparaissent, on croyait qu'elles passaient l'hiver dans la vase au fond des étangs, en hibernation. Alors qu'elles partent pour l'Afrique, toujours à la recherche de la nourriture, le voyage fera plusieurs milliers de kilomètres. Elles reviendront lorsque la température sera remontée à 9 degrés, au début avril. Mais 60% auront péri en route, au-dessus du Sahara ou de la Méditerranée. Ces petites hirondelles d'une vingtaine de grammes recommenceront alors leur balai aérien à la poursuite des insectes, admirés par ceux qui voient en elles un symbole de chance.
Leurs premières expériences de vol se font sans même qu'ils s'en aperçoivent. Mais le plus dur, c'est d'apprendre à chasser. Heureusement, les parents sont encore là pour apporter de la viande fraîche. La mortalité reste très grande pendant toute la première année. 6 faucons sur 10 ne verront pas le printemps qui suit leur naissance. Seuls les plus solides atteindront 8 ou 9 ans. Le record de longévité, 16 ans et 3 mois. Au mois d'août, les jeunes cresserelles savent se débrouiller tout seuls, ils partent explorer le monde. Certains vont s'installer à côté, d'autres font des centaines de kilomètres pour un nouveau territoire. Puis, avant l'hiver, des jeunes et des adultes partent en migration. Les plus aventureux franchissent les montagnes, survolent les mers et le Sahara. D'autres
plus casaniers, restent chez eux, malgré le froid. Voilà que bientôt mon histoire va se terminer. Le nid est vide. Voudront-elles revenir l'année prochaine? Il peut se passer en un an plein d'événements. Et puis, il y a le projet de la future rocade, à moins de 50 mètres de leur refuge. Les rapaces, comme d'autres espèces d'oiseaux, ont souffert des activités humaines. Dans beaucoup de pays industrialisés, leur nombre ne représente plus qu'une faible fraction de ce qu'il était il y a 100 ou 102 ans. 3 grands facteurs ont contribué au déclin de ces populations. La destruction de leur habitat, la persécution délibérée et l'utilisation de pesticides dans l'agriculture. Les destructions d'habitats n'ont jamais cessé depuis que l'homme a commencé à cultiver la terre, mais elles se sont accélérées ces dernières années. Les superficies de forêts détruites, de marécages asséchés et de terres cultivées ont considérablement augmenté. Les problèmes créés par l'utilisation des pesticides et d'autres produits chimiques toxiques sont relativement récents. Ils sont apparus au moment de la découverte du DDT. Le faucon cresserelle est le plus commun des rapaces diurnes. En débarrassant les champs des mulots et des campagnols, il est utile à l'agriculture et devrait être l'ami de tous. Pourtant, bien qu'il soit aujourd'hui protégé, il est encore bien souvent victime de la bêtise des hommes. La population de faucons cresserelles se porte assez bien. Ce n'est pas le cas partout. En Île-de-France, elle a fortement décliné depuis une dizaine d'années, même si elle investit les grandes villes. Est-ce une fluctuation naturelle? J'en doute. Pour votre information, les centres de sauvegarde de la faune sauvage, affiliés à l'UFCS, Union française des centres de sauvegarde, ont accueilli les nombres suivants de faucons cresserelles. 905 en 2007, 1385 en 2008, 889 en 2009, 896 en 2010, 808 en 2011. Là-dessus, 2 à 4% sont imputables aux tirs selon les années, mais les centres ne reçoivent que les blessés. Combien de morts faut-il ajouter? Sur ces 5 années, 33% des accidents viennent de la route pour les rapaces nocturnes et 0,2% viennent du tir. 25,6% des accidents viennent de la route pour les rapaces diurnes et 4,3% viennent du tir. Cela pour vous dire que la circulation routière est beaucoup plus dangereuse pour les animaux que le braconnage imbécile de quelques attardés mentaux. Et je ne parle pas des trains pour lesquels nous n'avons pas de chiffres, car on ne peut aller sur les voies ferrées. Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans, on mange des hydrocarbures, que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole, qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les ports